Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo sur l'examen de la session de printemps 2018-2019 pour la section MIP S4, module S143, structure de données C. C'est un examen que nous avons conçu, moi, Brahim Aksas et le professeur Brahim Bouda, pour les deux sections. Donc, toujours depuis que nous avons ce module, on donne toujours le même examen. Et bien sûr, je vais faire la solution pour les deux sections, section 1 et section 2. Donc, l'exercice d'examen, il y a deux exercices dans l'exercice. Dans l'examen, l'exercice 1 sur ces points, il s'agit des questions de cours et un problème qu'on va essayer de traiter et en développant le code de ce problème. Donc, commençons par le premier exercice. Donc, expliquer pourquoi on dit qu'une liste simplement chaînée est un type abstrait, est une structure linéaire, un type abstrait de données, est une structure linéaire, est une structure asymétrique. Comme vous le savez, un type de données abstrait, c'est un type qui suit toujours la même logique au niveau de l'insertion, au niveau de la suppression, au niveau de l'ajout, au niveau de la suppression, et bien sûr indépendamment de son implémentation et le code pour implémenter les structures. Donc, les simplement chaînés, on l'a dit, on le redit, les simplement chaînés, les doublement chaînés, les piles, les fils, les arbres sont des types de données abstraites. Linéaire parce que linéaire, comme il y a des structures qui sont non linéaires, par exemple les graphes et les arbres sont non linéaires. Par contre, les listes simplement linéaires parce que chaque maillon il a devant lui un seul maillon et derrière lui un ou même un seul maillon. Donc chaque maillon donc elles sont linéaires. Comme une chaîne, chaque maillon est lié à un autre maillon. Par contre, les structures non linéaires, par exemple les arbres, chaque nœud il a des vérifications et des branchements qui vont l'amener vers le sous-arbre gauche et le sous-arbre droit. Asymétrique, donc pourquoi il est asymétrique? Parce qu'il y a des structures symétriques. Par exemple, les listes de Bloch-Moncheny, ils sont symétriques. Celle-là, il est asymétrique. Asymétrique parce que je peux aller seulement dans un sens. Je peux aller dans un sens. À partir de 2B jusqu'à la fin, j'ai ce pointeur pour me propager de proche en proche. Je ne peux pas aller dans le sens fin vers le 2B. Ça, c'est impossible. Par contre, je peux aller de 2B jusqu'à la fin parce que j'ai les chaînages, les pointeurs qui vont m'amener, lorsque je traite le maillon, je peux traiter celui-là jusqu'à atteindre le dernier. Donc, c'est une structure de données euh, asymétrique. Je peux aller dans un sens, mais je ne peux pas aller dans un sens. Par contre, donc, les listes de Bloch-Moncheny, ils sont symétriques. Je peux aller dans ce sens et je peux aller dans ce sens. Puisque j'ai si je commence par le 2B, donc je peux aller par suivant jusqu'à atteindre le dernier. Si je commence à partir du dernier, je peux aller par précédent jusqu'à arriver au premier. D'ailleurs, dans l'affichage, on l'a vu dans le cours, l'affichage des listes de Bloch-Moncheny, je peux aller dans le sens direct comme dans le sens inverse parce que j'ai les pointeurs, j'ai un petit peu les moyens pour aller dans un sens et dans l'autre. Alors que les listes simplement chaînées, je ne peux aller que dans ce sens début vers la fin. Donc c'est pour cela qu'on dit que la liste simplement chaînée, elle est asymétrique. La question 2, soit liste 1, une liste simplement chaînée, et liste 2, une liste doublement chaînée, comme je viens de le voir. Laquelle de deux listes est la plus compliquée dans sa gestion? Donc, on a une liste simplement chaînée, il contient l'information schématisée par la couleur verte et le pointeur schématisé par la couleur bleue, tout ce qui est rouge. Tout ce qui est rouge, c'est un pointeur. Ça, c'est un pointeur, ça, c'est un pointeur, ça, c'est un pointeur. Donc chaque maillot il contient l'information et un pointeur suivant.
Par contre, une liste doublement chaînée, elle contient l'information et deux pointeurs suivants et précédents. Donc, si je vais insérer, il faut mettre à jour les pointeurs suivants et précédents. Donc, la plus compliquée, c'est la liste doublement chaînée, puisqu'il faut faire attention à les pointeurs précédents et suivants. Donc, quelle est la liste la plus compliquée? C'est la liste doublement chaînée. Laquelle des deux listes est la plus efficace dans la manipulation de données? Justifiez votre réponse. Je viens de le dire. Seulement pour l'affichage, je peux afficher une liste doublement chaînée dans le sens direct, allant dans ce sens ou bien dans ce sens. Alors que la liste simplement chaînée, je ne peux la traverser que dans ce sens. Donc, la plus efficace, c'est la liste doublement chaînée. Et c'est vrai. Il est compliqué dans sa gestion, mais il est efficace dans la manipulation de données. Donc voilà, c'est un petit peu la réponse à cette question. La question 3, quelle est la différence entre un arbre binaire et un arbre binaire de recherche? Donc un arbre binaire de recherche, si tu sais un arbre binaire, chaque nœud il a au maximum deux fils. On ne peut pas avoir plus de deux fils, soit 0, soit 1, soit 2 au maximum. En plus de ça, les arbres binaires de recherche, elles ont la caractéristique et la logique que l'information portée par chaque nœud, elle est supérieure à toutes les informations portées par le sous-arbre gauche, inférieure à toutes les informations portées par le sous-arbre droit. Par contre, un arbre binaire, ce qui m'intéresse, c'est seulement chaque nœud est là au maximum deux fils. Il y a celui-là qui n'a aucun fils, celui-là il a deux fils, celui-là il a deux fils, celui-là il a un fils, celui-là il a un fils, celui-là il n'a pas de fils, celui-là il a deux fils. Donc dans l'arbre binaire, donc je ne porte aucune contrainte sur l'organisation des informations. Vous voyez ici que j'ai la racine 1, à gauche j'ai 5, à droite j'ai 3 et j'ai aussi des valeurs supérieures ou inférieures donc à la racine de côté et de l'autre. Ça, c'est un arbre binaire de recherche. Donc, il suit la logique. Donc, la racine, cette topologie de la racine supérieure à toutes les informations, il est vrai même dans cette sous-arbre. Donc, le sous-arbre gauche, la racine d'IL, c'est 3. Donc, la valeur de sous-arbre gauche, c'est 1, il est inférieur. Toutes les informations de sous-arbre droit, on a 4 et 6 et 7. Donc, elles sont supérieures à 3. Même chose ici. Donc, le sous-arbre droit, c'est celui-là. Donc, tous, elles sont supérieures à 10. Donc, c'est ça la différence entre un arbre binaire et un arbre binaire de recherche. Donc, voilà les deux exemples. La question 4. Donnez les prototypes de deux fonctions utilisées dans la manipulation des fichiers texte et deux fonctions de la manipulation des fichiers binaires. Nous avons vu les fichiers, donc on peut lire ou écrire à partir d'un fichier texte. On peut lire, on peut écrire dans un fichier binaire. On a dit que avant de faire la lecture ou l'écriture, il faut ouvrir le fichier et dire quel est le mode de verture. Et lorsque j'ai terminé, donc il faut fermer les fichiers. Donc, les fonctions, donc je l'avais un petit peu regroupé ici. Donc, la première, c'est la fonction open. Elle nous donne un file étoile, donc chaîne de caractères pour saisir le nom du fichier physique. Ça, c'est le descripteur. Donc et ça, c'est le mode d'ouverture. Je peux ouvrir en mode lecture, ou écriture, ou append, qu'il soit d'un fichier texte ou un fichier binaire. Donc, pour la fonction fclose, donc, je lui donne, donc ça c'est le prototype. Dans le prototype, je ne donne pas les paramètres, seulement leur type. Donc, on a les deux fonctions pour l'ouverture et pour la fermeture. Donc, pour les fichiers binaires, je peux, si un étudiant me répond avec ces deux fonctions, j'accepte sa réponse. Même pour donc, s'il met ça dans les deux, je peux accepter sa réponse. Donc, il y a aussi des fonctions pour se positionner à une certaine position. Donc, je peux me déplacer à partir du début, à partir de la position courante ou bien à partir de la fin avec un déplacement de type plan. Donc, sur le fichier. Donc, voilà, la fonction, c'est ifseek. Je peux écrire dans un fichier binaire
par la fonction ifrite. Donc, ça, c'est le tampon à partir duquel je vais écrire. Quelle est la taille, le nombre des éléments que je vais écrire, la taille de chaque élément et ou le descripteur du fichier qui va faire la correspondance avec le fichier physique. Ça, c'est pour la lecture, ça, c'est pour l'écriture. Ifrite, c'est pour l'écriture, ifrite, etc. Pour le fichier texte, donc je peux écrire avec les fonctions if, printf et ifscan. Elles sont presque comme printf écrire dans le moniteur ou lire à partir du clavier. Seulement, il faut ajouter le descripteur, etc. Voilà, vous pouvez choisir les fonctions libres et pour gagner les 6 points. Donc, vous voyez que presque 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je peux avoir 10 points à la poche. Il faut que les étudiants soient des chasseurs. Il faut qu'ils chassent les points et chaque fois qu'il y a une question dans laquelle ils peuvent gagner des points, il faut la traiter. S'il y a un point ou bien une question qui va leur perdre le temps, ce n'est pas la peine donc de gaspiller. Jusqu'à ce que je traite toutes les questions que je connais, ça c'est la stratégie avec laquelle je travaillais lorsque j'étais étudiant. Je traite les questions faciles et lorsque je traite toutes les fonctions faciles, je regarde les questions un petit peu difficiles et je commence à réfléchir et à écrire de code et bien sûr à répondre convenablement. Donc voilà, maintenant je veux aller vers le deuxième exercice, donc c'est 14 points, donc il mérite d'écrire deux codes, je veux lire l'énoncé, on va le voir ensemble. In deck, donc deck, donc double and dead que, donc fait un D de D and etc. que, donc deck possède à la fois les propriétés d'une pile et d'une file. Nous avons dit qu'une pile, on ne peut ajouter qu'au sommet de la pile. Une file, on peut ajouter à la fin. Le sommet de la pile, ou le début un petit peu, et la fin de la file, c'est la queue. Donc, une deck, elle doit avoir les propriétés. Enlever, donc je peux empiler et dépiler au sommet, je peux enfiler à la queue de la file et je peux défiler à la tête de la file. Donc une deck, elle a les propriétés, les caractéristiques donc d'une pile et d'une file à la fois. Et donc il y a un paramètre qu'on va voir pour gérer la deck. On peut ajouter ou supprimer dans les deux extrémités, la tête et la queue. Donc les extrémités de la deck, on a deux extrémités, la tête et la queue, le début ou la fin. Dans le référentiel, donc on va essayer de traiter quelques points de plan R, dans le plan de référentiel R d'origine 0 et dans les vecteurs XY, dans le plan XY, on considère un ensemble de points à l'intérieur de carré C, délimité par les points. Donc vous voyez les points P0, point P1, point P2 et point P3. Donc ils sont les points de carré. Donc cet ensemble P0, P1, P2, P3, cet ensemble de points peut être manipulé comme une deck. Chaque maillon ou bien élément de la liste de la deck contient dans cet ordre les trois champs. L'abscisse, donc vous allez me dire, est-ce que l'abscisse ça doit être un entier ou un float? Normalement, une abscisse, ça doit être un float. Et bien sûr, si vous ne le voyez pas, donc lorsqu'on va vous donner la fonction indiquée, il y a ab c'est un float, ordonnée c'est un float, et le sens c'est un int. Donc on vous donne les paramètres. L'ordonnée aussi c'est un float. La distance entre ce point, si l'abscisse et l'ordonnée sont des floats, la norme ou bien la distance, ça doit être aussi un float. De ce point. Donc, et la norme, il y a l'ordonnée, l'abscisse et la norme. Éventuellement, un pointeur suivant vers le prochain élément. Comme pour la liste simplement enchaînée, chaque maillon il contient l'adresse du prochain élément. Donc, voilà un petit peu le schéma. Définir la structure d'un élément et la structure de contrôle de la deck. Il faut
construire les outils avec lesquels on va travailler. Donc les structures. Donc je vais aller vers le dev. Donc voilà, j'ai commencé un petit peu pour écrire. Donc j'ai écrit les inclus ici, inclus pour les entrées-sorties. Pour faire toutes les allocations, donc les fonctions malloc free, donc il faut faire l'inclus de stdlib. Et donc, j'aurai besoin d'utiliser la fonction sqrt, la racine carrée. Donc, on va voir que la racine carrée, c'est une bibliothèque mathématique. Donc, vous allez me dire, mais on n'a pas vu ça. Donc, je vais vous répondre, oui, c'est vrai, on n'a pas utilisé FLTP, la bibliothèque math, mais pour les étudiants qui vont utiliser la distance ou la distance au carré, ça veut dire la distance au carré, ça veut dire si on n'utilise pas la racine carrée, ce n'est pas grave, on accepte leur réponse et bien sûr, ce n'est pas un handicap. Donc, je commence par construire les structures. Donc, la structure d'un élément, bien d'un maillon, il va contenir l'abs, c'est un float, l'ordonnée, c'est un float, la norme, c'est un float. Et bien sûr, un pointeur sur la structure suivante. La structure, c'est comme celle qui la contient, c'est comme celle-là. Donc, un type diff pour utiliser, donc pour ne pas utiliser toujours struct maillon, j'utilise l'alias élément. Je le renomme, je lui donne le nom élément. Donc, voilà, et je fais le point virgule. Donc, ça, c'est la structure d'un maillon. Elle contient 4 champs. Les champs d'information abscisse, ordonnée, la norme. La norme, on va la calculer à partir de l'abscisse, l'ordonnée et suivant. Si l'adresse, lorsqu'on va faire l'allocation, on doit mettre l'adresse de prochain suivant ici. Donc, c'est une adresse. C'est un pointeur, donc c'est une adresse. Pour contrôler la DEC on va utiliser un pointeur tête. C'est un pointeur sur le premier élément. Sur le premier élément, que c'est un pointeur, c'est l'adresse du dernier élément. Et la taille, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la DEC. Lorsque je commence par créer la DEC, donc j'initialise tête par nul, que par nul et taille par 0. Et bien sûr, chaque fois que j'ajoute quelque chose, je mets la taille est égale à la taille plus 1. Chaque fois que je supprime un élément, je fais la taille est égale à la taille moins 1. Pour que toujours, la taille, elle doit être homogène, conforme avec l'ajout et la suppression. Donc, la structure que j'ai qui s'appelle liste, je veux la renommer par type diff dec. Donc voilà, il contient les 3 champs comme on a vu pour le polynôme, etc. Donc, je reviens pour la deuxième question. Donc, créer les fonctions. Écrire les fonctions, le nom de la fonction, c'est créer l'élément. Il n'a pas aucun paramètre. Donc, vous voyez, on a mis les parenthèses vides. Il va retourner un élément étoile. Donc, qui crée un élément vide, il va essayer d'allouer l'espace pour un maillon. Il va initialiser aussi les champs abscisse ordonnés et bien sûr la norme. La deuxième fonction, c'est créer disque. Il n'a pas aucun paramètre. Il va retourner un deck étoile qui va créer la structure de la deck. Donc, je veux retourner pour écrire les fonctions. Les deux fonctions, c'est la deuxième question. Donc, élément, créer élément. Il va créer un élément. Donc, la fonction doit retourner un élément étoile. Donc, je crée une variable pointeur élément étoile m. Je dois faire l'allocation pour m, c'est un élément, size, donc la fonction malloc, size of élément. Si l'allocation est bien faite, donc je teste est-ce que m est égal à nul ou pas. Si elle est différente de nul, j'initialise le champ abs par 0.0 puisque c'est un float, ordonné par 0.0 puisque c'est un float, et bien sûr la norme, je l'initialise lui aussi par 0. Et bien sûr, le champ suivant, c'est un nul. Et je retourne l'adresse. L'adresse de cette zone, ça veut dire M, c'est l'adresse, c'est un pointeur de cette zone allouée, puisqu'il va recevoir ce que retourne la fonction malloc. Et donc, chaque fois que je fais l'allocation, les champs abscisse est égal à 0, ordonnée est égal à 0, la norme est égale à 0, et le champ suivant est égal à nul. Et donc, j'ai l'adresse de cette zone, il faut remplir les champs.
pour la fonction créer deck, elle va essayer de créer la structure de la deck. Donc, deck, je déclare une variable deck étoile D, je fais l'allocation par la fonction malloc, size of deck. Si D est différent du nul, ça veut dire que l'allocation est faite. J'initialise la tête par nul, la queue par nul, la taille par 0. Et bien sûr, je retourne l'adresse de cette zone allouée. Donc, toujours, la deck, elle va un petit peu suivre les champs tête et queue et la taille. Donc, qui vont un petit peu avoir les adresses du maillon, le premier maillon, le dernier maillon et le nombre de maillons bien d'éléments. Donc, vous voyez que ce que nous avons fait en cours, on dit toujours, c'est le même problème récurrent qu'on va essayer, qu'on essaie de faire. Donc, voilà, vous pouvez avoir les 4 points facilement. Un point ici, un point ici, un point ici, 4 points, donc vous pouvez les avoir. Donc, la fonction 3, c'est la fonction indiquée. Écrire la fonction void et ne retourne rien. Indiquée, elle va essayer d'ajouter, qui permet d'ajouter un élément à la deck. À la deck, l'adresse de la deck, elle est communiquée à la fonction. Ce qu'on va mettre dans l'abscisse, elle est donné à la fonction par le paramètre abs. Le paramètre ordre, c'est ce qu'on va mettre dans l'ordonnée. On va calculer la norme à partir des valeurs de abs et ordre. Et le sens, il va nous indiquer est-ce qu'on va ajouter au début ou à la fin. Donc, qui permet d'ajouter un élément à la deck, soit en tête, si le sens est égal à 1, soit en queue, si le sens est égal à moins 1. Si le sens est différent de moins 1 et 1, il faut afficher un message d'erreur. Donc, pour désigner l'extrémité à utiliser, si le sens est égal à moins 1, ajoute en queue. Si le sens est égal à 1, l'ajoute au début en tête de la deck. Donc, on va essayer de regarder le code de cette fonction. Donc, le code de cette fonction, donc voilà, c'est la question 3, comme vous la voyez ici. Donc, void, c'est la fonction void, indiquer l'adresse de la deck dans laquelle on va ajouter un élément. Donc, ajouter un élément, il faut lui allouer l'espace. Donc, vous voyez que je déclare un élément étoile M, et bien sûr la fonction qui va faire l'allocation, c'est créer élément. On a dit que créer élément, il va faire l'allocation de l'espace et initialiser le champ abs par 0, ordonné par 0 et norme par 0 et suivant par nul. Donc, si le sens est différent de moins 1 et 1, donc voilà, le sens n'est pas permis. Donc, il faut afficher un message et sortir parce que on a répondu à la question, il faut afficher un message d'erreur. Si le sens est égal l'un de moins 1 et 1, donc on va essayer d'ajouter à la bonne extrémité. Donc, on a dit qu'on crée le maillon, l'élément, on met dans l'abscisse la valeur donnée par la fonction, on met dans le champ ordonné la fonction véhiculée par la fonction, le paramètre ordonné, et bien sûr, on n'a pas la norme. La norme, on a dit que c'est la fonction sqrt, mais donc ça c'est la racine carrée idéale, l'abscisse au carré plus ordonnée au carré. Si quelqu'un nous donne la distance au carré, on l'accepte, je le dis, je le redis. Donc, j'ai rempli les 3 champs de l'information de l'élément. Le champ suivant est égal à nul. Et bien sûr, maintenant, ça va dépendre du sens. Si le sens est égal à 1, ajoute à la tête. Si le sens est égal à moins 1. Donc, si la taille est égale à 0, donc la taille est égale à 0, ça veut dire que la deck, si la taille est égale à 0, ça veut dire la deck elle est vide. La deck, elle ne contient, donc cet élément, il va être le dernier et le premier. Donc vous voyez que je le mets en premier
c'est le premier élément et c'est le dernier élément. Et la taille est égale plus plus. Sinon, si le sens est égal à moins 1, l'ajoute à la fin. Donc, vous voyez que dès que suivant est égal à m et dès que est égal à m, la taille plus plus. Sinon, c'est l'ajout au début. M suivant est égal à M suivant est égal à la tête de la DEC et la tête de la DEC, c'est ce nouveau élément que nous avons ajouté. Donc, on met à jour la, la, la DEC, la taille de la DEC. Vous voyez que ce n'est pas grand-chose. Donc, on ajoute. Après, on va voir la simulation avec, avec un exemple, avec la fonction main. Donc, voilà, on a 2 points avec avec ce bout de code. La question 4, écrit la fonction élément DDK, DEC and sense. Donc, on donne à la fonction le pointeur sur la DEC, l'adresse de la DEC et le sens dans lequel on va supprimer. Si le sens est égal à 1, on va supprimer au début. Si le sens est égal à moins 1, on va supprimer à la fin. Et bien sûr, la fonction va retourner un DEC étoile. Donc, elle va retourner l'adresse. Elle va nous retourner l'adresse de cet élément avant, bien sûr, avant de le supprimer, qui permet de supprimer un élément de la DIC, soit à la titre, soit en queue, soit dépend de son. Je reviens pour mon code. Donc la fonction DIC, il est un petit peu long par rapport à l'autre. Donc voilà. La fonction DDK. Donc, élément, dans de ce pointeur temporel, je veux mettre l'adresse de l'élément supprimant. Il faut que je le retourne puis je supprime. Courant est prêt, vous savez pourquoi. Lorsque je vais supprimer à la fin, lorsque courant va indiquer le dernier élément, il faut que le prêt m'indique l'adresse de l'avant-dernier. Donc, si le sens n'est pas est différent, donc ça c'est donc c'est différent de 1 et moins 1, il faut dire que on a un problème, donc il faut le sens n'est pas permis. Donc si la taille est égale à 0, il n'y a rien, donc impossible de supprimer dans un DIC vide. Else, si le sens est égal à moins 1, donc je veux supprimer à la fin. Donc on a dit qu'on on initialise courant par la tête de la DIC est prête par nul, et tant que le courant suivant n'est pas égal à nul, le prêt, je mets l'adresse de courant et courant est égal à courant suivant. Donc à la fin, lorsque le courant suivant est égal à nul, donc le courant c'est le dernier et prêt c'est l'avant-dernier. Donc supplément c'est le courant et le DEC. La queue, c'est le prêt. Bien sûr, si le prêt n'est pas égal à nul, il faut que je mette son suivant est égal à nul pour dire que toujours le suivant du dernier élément est égal à nul. Et je décrémente la taille. Si la taille est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément. Donc la tête l'OEC est égale à nul. Donc si le sens est égal à 1, ça veut dire que je vais supprimer au début. Donc le supplément, c'est la tête. La tête, c'est le suivant de la tête. Et donc, je décrémente la taille. Bien sûr, si la taille est égale à 0, donc il n'y a qu'un seul élément. Ça veut dire avant de décrémenter la taille est égale à 1, lorsque je décrémente la taille est égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul élément. Il faut que la queue aussi elle pointe sur 0. Et donc, je retourne l'adresse de cet élément et je le supprime puisque la fonction me dit qu'il faut supprimer un élément. Donc, la prochaine question, écrire la fonction DEC. DEC.disc. C'est une fonction. Le nom de la fonction, c'est DEC.disc qui admet comme paramètre l'adresse d'une DEC qui retourne seulement les points, seulement la liste ou bien la DEC, puisqu'elle va retourner une DEC. C'est une DEC appartenant au disque unité. Donc au disque, ça veut dire qu'il faut que le rayon soit inférieur ou égal à 1. Voilà, de rayon 1. Donc je dois tester la norme. Si la norme
est inférieur ou égal à 1, bien sûr, donc dans ce cas, j'indique le poids. Donc on va voir. Dic point, donc voilà, je donne à ma fonction une DEC, l'adresse d'une DEC, il va me retourner une autre DEC étoile. Donc vous voyez qu'il y a un pointeur ici temporaire, donc pour parcourir la DEC. Et bien sûr, la fonction doit retourner une autre DEC, donc DEC étoile D, je la crée en toute pièce. La fonction créée, elle va créer une nouvelle DEC avec le champ tête est égal à nul, le champ queue est égal à nul, et au double la taille est égal à 0, et je teste. Si la DEC que je veux parcourir n'est pas égal à nul, donc j'initialise le courant par la tête de la DEC passée à la fonction et je parcours. Tant que je n'ai pas atteint, tant que le courant est différent du nul, je teste. Si le courant norme est inférieur ou égal à 1, je fais appel à la fonction indiquée. Ça veut dire ajouter à la DEC que je viens de construire. L'abscisse, ça c'est un abscisse, ça c'est un ordonnée, et le sens moins 1, ajouter à la fin de ma DEC que je viens de construire. Et lorsque j'ai traité le courant, bien sûr, je passe au suivant. Je teste le aussi. Si sa norme est inférieure à 1, je l'ajoute. Sinon, je ne l'ajoute pas et je passe au suivant jusqu'à atteindre le courant est égal à 0. Je sors de la boucle et je retourne la DEC, le résultat de la DEC. D'accord? Donc, la fonction suivante, c'est la question suivante, c'est afficher une DEC. Afficher les informations, l'abscisse, la norme un point qui affiche le contenu de la DEC. Donc, la fonction, c'est une fonction void qui retournerait, il ne retourne qu'il va seulement il va faire du printf à l'écran. Je lui donne l'adresse de la DEC qui dit que je lui donne l'adresse de la DEC, ça veut dire que je lui donne le champ tête de la DEC, le champ queue de la DEC, le nombre des éléments de la DEC. C'est ça. Si je donne ce pointeur, ça veut dire que je donne toutes ces informations. Je retourne au code, donc la fonction affichée, donc c'est une fonction simple. Donc la fonction, c'est une fonction void qui ne retourne rien. Donc courant, c'est un pointeur pour visiter les éléments de la DEC. Printf, contenu de la DEC. Donc si la DEC que je donnais n'est pas égal à nul, je commence par courant est égal à la tête, au premier maillon de la DEC, premier élément de la DEC. Tant que courant n'est pas égal à nul, je fais du printf. Donc voilà, abs l'abs deux points, pourcentage F pour afficher courant abs, ordonnée de points, pourcentage F pour afficher l'ordonnée, virgule, donc la norme de points pourcentage F pour arsenal. Lorsque j'affiche l'information sur un maillon, je passe au maillon suivant jusqu'à ce que de la boucle while, et donc tout va être affiché. On va voir dans l'exemple qu'il va nous afficher la DEC. Donc l'avant-dernière question, c'est cette, c'est void, donc écrit la fonction void, il ne retourne aucune valeur, enregistré DEC qui permet de transférer le contenu de la DEC. La DEC maintenant, elle est sur la RAM, elle va la transférer, les éléments de la DEC dans un fichier, elle va la transférer sur le disque, dans un fichier nommé, c'est un fichier binaire, decfile.bin. Donc, le nom du fichier, voilà. Le code de la fonction, c'est enregistrer DEC. Donc, je donne à la fonction le nom de l'adresse de la DEC dans laquelle qui contient tous les maillons. Donc, il faut que je déclare un file étoile F qui va faire la correspondance entre mon programme et le disque dans lequel il y aura le fichier sur le disque.
Élément, c'est un maillon qui va essayer de parcourir les informations qu'il y a de la DEC. Et donc, je fais appel à la fonction fopen qui va faire, qui va ouvrir le fichier sur le disque dict file.bin. Ça, c'est le nom du fichier sur le disque. On va voir qu'il va créer un fichier sur la, sur la, sur le disque. C'est un fichier binaire. On va écrire dans le fichier W le mode d'ouverture c'est en mode write binaire. Donc, si le fichier est différent du nul, ça veut dire que le fichier est bien ouvert. On va parcourir la DEC. Courant est égal à la tête de la DEC. Tant que je n'ai pas atteint la fin du fichier, je veux écrire par la fonction fwrite. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je vais écrire le tampon, c'est courant. Ça, c'est l'adresse. Le nombre 1, la taille en octet, size of element. Et bien sûr, où je veux l'écrire dans le descripteur, donc le fichier dans le descripteur EF. Et bien sûr, lorsque j'ai écrit un maillon, je passe au maillon suivant jusqu'à ce que cette boucle soit terminée. Et bien sûr, donc j'ai transcrit tout le contenu de la DIC dans le fichier. Dans ce cas, il ne me reste que fermer le fichier par la fonction fclose. Vous voyez que c'est pas grand chose. Donc, nous avons vu maintes fois les fonctions pour l'ouverture, l'écriture, la lecture des fichiers texte. Et voilà maintenant donc un fichier binaire. Donc, la dernière question, donc, c'est donc donner la fonction voidMain. On peut créer un intMain ou voidMain. Donc, la question nous dit qu'il s'agit d'un voidMain pour ajouter en queue. Donc, il s'agit de la queue. Donc, le sens c'est -1 de la DIC les 3 points P0, P1 et P3 de la figure 1. Les P0, P1 et P3 de la DIC. Donc, ce sont l'origine les deux points. Puis, afficher le contenu de la DIC, on doit afficher et enfin transférer son contenu vers le fichier DICFile. Donc, on va faire presque appel à toutes les fonctions. La fonction donc la fonction void, la fonction voidMin. Donc voilà, je déclare une DEC. Donc, dans cette expression, je déclare la DIC et je fais appel. Donc, mais je peux même aussi mettre ceci, etc. Et après, mettre donc ça, c'est la première instruction, c'est la déclaration. La deuxième instruction, c'est un petit peu la création. La création de la structure DIC. Donc, ça, j'écris la structure et j'indique. Ça veut dire, j'ajoute à la DIC le point 0,070 float avec à la fin -1. Le deuxième point 1, 0, -1. Le troisième point 0, 1, -1. Puis je fais appel à la fonction afficher la DIC. Elle va afficher les 3 points, donc l'ordonnée, l'abscisse et la norme. Et bien sûr, elle doit, après je vais lui demander d'enregistrer la DIC dans un fichier binaire. Donc je vais essayer de faire la compilation. Vous voyez maintenant la compilation. Donc voilà, le fichier est bien compilé. Donc il y a zéro erreur, etc. Donc je vais essayer d'exécuter. Donc l'exécution, donc vous voyez, donc l'exécution c'est un petit peu ça. Donc vous voyez le contenu de la DIC, j'ai donc l'abscisse 0, l'ordonnée 0, la norme 0, le point à l'origine, l'abscisse 1, l'ordonnée 0, la norme 1, l'abscisse 0, l'ordonnée 1 et bien sûr la norme 1. Donc voilà, j'ai un petit peu affiché les 3 points que je viens d'ajouter. Vous voyez que j'avais ajouté. Donc, les points que j'ai ajoutés et la norme, c'est 1. Maintenant, je veux voir est-ce que le fichier est bien créé sur le disque. Donc, voilà, je travaille sur mon
sur sur mon PC. Donc voilà, donc la DEC, voilà, voilà les fichiers DEC, l'application c'est ça. Donc vous voyez qu'elle a créé le fichier, la DEC c'est un fichier binaire. Le 29, c'est aujourd'hui le 29, le vendredi le 29/5/2020. Donc vous voyez que elle a créé donc le fichier, donc elle a transféré le contenu de la DIC de la RAM vers le disque. Donc voilà, c'est le contenu. Donc vous voyez que dans 40 minutes, donc je peux un petit peu visiter toutes les questions de cet examen. Je sais que les étudiants, il faut réfléchir, etc. C'est pour cela que l'examen, c'est 2 heures. Donc, dans 45 minutes, vous pouvez faire le maximum. Vous pouvez avoir 10 points dans 45 minutes. Et bien sûr, pour celui donc, qui veut un 16, il n'a qu'à un petit peu regarder les questions qui méritent une réflexion. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet examen va vous apporter des point d'éclaircissement sur la méthode, comment on pose les questions. C'est de cette façon qu'on pose les questions. Je vous remercie et je vous souhaite un bon examen de 2020. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.